Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour à vous. Renault suspend donc ses activités après l'appel de Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous appelez toutes les entreprises françaises à faire de même? Toutes ne l'ont pas fait encore. Oui, il faut qu'elles le fassent et je pense que maintenant, que ce soit Total, le Roi Merlin, en plus bombardé à Mariupol, il faut absolument maintenant que toutes les entreprises françaises s'engagent. C'est une façon d'arrêter Vladimir Poutine. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire ce que dit Yannick Jadot à propos de Total en disant que le groupe se rend complice de crimes de guerre? J'utilise pas ces mots, mais il faut vraiment que Total maintenant sorte aussi. Je suis pour cet embargo que nous devons prononcer au niveau français et au niveau européen. Bien sûr qu'il y a un temps d'adaptation. Je suis quelqu'un de pragmatique, mais il faut y aller parce que ces 700 millions, 800 millions qui tous les jours sont versés à Vladimir Poutine en contrepartie du gaz russe, ils viennent faire quoi? Financer les armes de guerre contre l'Ukraine. Donc si on veut que cette guerre puisse s'arrêter rapidement, il faut absolument que ces mesures très très fortes soient prises aujourd'hui. Et le patron de Total, il dit très bien, prenez ce genre de mesures. En janvier 2023, on va devoir faire des restrictions de gaz pour les entreprises, notamment pour l'industrie. Et Olaf Scholz dit, si on fait cet embargo, on va se retrouver avec une récession. Il y a des conséquences qui peuvent être lourdes. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'y engager le plus rapidement possible. Je suis pragmatique. Je sais qu'il y a bien sûr des conséquences lourdes. Il faut que, par exemple, par rapport aux entreprises, par rapport aux particuliers, bien sûr, l'État protège, ce que je propose, notamment avec la baisse de la TVA sur l'essence et sur l'énergie. Et puis, il faut évidemment que l'on accélère notre indépendance énergétique, notamment grâce aux énergies renouvelables. Les entreprises qui ne sont pas parties disent attention, il va y avoir une casse sociale. Est-ce que ça, c'est un argument que vous entendez? Écoutez, je crois qu'il y a une guerre, que cette guerre en Europe, elle menace une démocratie. En face, c'est un dictateur qui on le voit bien, n'a pas vraiment l'intention de s'arrêter aux frontières du Donbass ou de la Crimée, qui a sans doute des velléités beaucoup plus importantes. Et donc, il nous faut être forts. Être forts, c'est au niveau européen, à la fois sur le plan économique, avec des sanctions qui doivent être exemplaires et qui doivent permettre de marquer un terme, en tous les cas, d'agir tellement fortement sur la Russie qu'elle soit obligée. Donc, il faut aller encore plus fort. Donc, il faut aller beaucoup plus fort. Beaucoup de voix se sont élevées pour évoquer et demander cet embargo. Cela a été aussi redit hier par le président Zelensky. Je crois qu'il faut aller très vite parce que vous savez, laisser cette guerre s'installer dans la durée en Europe ne réglera rien de la question énergétique pour la France, de sa dépendance et pour l'Europe, ne réglera rien de la crise sociale qui, évidemment, peut être une des conséquences de cette guerre en Europe. Volodymyr Zelensky, qu'on voit ici, en appelle aux opinions publiques. Et cette nuit, dans une vidéo qu'il fait en anglais, il s'adresse au monde entier en disant aux opinions publiques, mobilisez-vous, allez manifester pour la paix, pour la liberté sur les places. Il faut qu'il y ait une grande mobilisation à Paris. Bien sûr, et elle a lieu, alors pas aussi importante, d'ailleurs, je le regrette, j'aimerais que ce soit beaucoup plus fort. Il n'y a pas assez de mobilisation? Tous les samedis, il y a une marche pour l'Ukraine à la place de la République, mais je vois des mobilisations beaucoup plus importantes ailleurs, et je pense que le président Zelensky a raison. Bien sûr que les opinions publiques doivent se sentir concernées. Donc vous dites aux Français, réveillez-vous et mobilisez-vous un peu. Oui, il faut être là. Vous savez, j'étais très étonnée de voir si peu de monde quand même dans la marche française, parisienne. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas. Il faut que les gens se réveillent, oui. Un mot sur la Corse. La collectivité territoriale de Corse a décidé de mettre ses drapeaux en berne en hommage à l'assassin du préfet Erignac. La dépouille d'Ivan Colonna a été accueillie hier avec une aide d'honneur. Ça vous choque? Oui, ça me choque parce que il y a un grand préfet de la République qui a été assassiné. Il y a eu un procès. Ce procès a décidé de qui était coupable. Bien sûr que les conditions de la mort d'Ivan Colonna sont absolument inadmissibles et inacceptables. Se faire tuer dans une prison, c'est quelque chose d'assez quand même exceptionnel et choquant pour qu'il y ait évidemment des réactions. Je suis aussi, même si cela ne devrait pas être directement lié, pour que la question du statut de la Corse soit pensée avec les élus corses et avec la population corse et bien sûr au sein de la République. Mais franchement, les drapeaux en berne, là, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement choquant. Le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, plus généralement, a des leviers pour que ces drapeaux soient rétablis?
Comment il suffit de le dire? Les leviers sont les leviers. Je ne sais pas si la loi permet, je n'ai pas regardé ça très précisément. Mais il faudrait le faire, c'est un symbole. Vous savez, au-delà de la loi, je pense qu'il y a quand même le dialogue politique, la présence de la France, l'autorité qui doit se faire sans écraser personne et en reconnaissant évidemment les spécificités de la Corse. Je l'ai dit, moi je suis pour qu'on aille vers un statut d'autonomie comme celui de la Polynésie française en ajoutant à la Constitution. Donc je suis vraiment ouverte à cette idée-là, mais pas les drapeaux en berne. Dans la République et pas les drapeaux en berne. Emmanuel Macron propose d'exiger 15 à 20 heures de travail en contrepartie, en échange du versement du RSA avec une rémunération, a-t-il précisé hier, au moins au SMIC. D'abord, c'est très mal connaître ce qu'est le RSA et comment ça fonctionne et comment l'insertion et notamment le travail, le fait qu'on accompagne les gens vers le travail quand ils sont au RSA, c'est déjà ce qui est pratiqué en France. Et d'ailleurs, les présidents de conseils départementaux le font, le pratiquent et on a des très bons résultats d'insertion. Il y a aussi, peut-être que le président de la République et candidat actuel l'ignore, il y a des dispositifs sur lesquels beaucoup d'élus, moi-même, dans mon programme, nous avançons sur cette idée de territoire zéro chômeur, dans lesquels, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne toutes les personnes au RSA, notamment, vers justement une activité professionnelle. Donc c'est méconnaître complètement la réalité et en fait vouloir stigmatiser les personnes qui, parce qu'elles ont eu des accidents de la vie, parce qu'elles ont eu des difficultés, parce qu'elles sont loin de l'emploi et qu'il faut les ramener. On y travaille beaucoup et je vous le redis, on a des réussites exceptionnelles, notamment avec les territoires zéro chômeur. Plutôt que de stigmatiser les plus fragiles, les pauvres, y compris de parler de lâcheté, ça c'est son président de groupe La République En Marche à l'Assemblée, il ferait mieux de prendre conscience de la réalité sociale du pays, de cette souffrance sociale. On n'a pas besoin de stigmatisation, on n'a pas besoin d'opposer les Français, ceux qui travailleraient, ceux qui ne travaillent pas. On a besoin de rassembler et d'accompagner vers le travail et vers l'emploi ceux qui en sont encore aujourd'hui très loin. Et c'est ce qui est fait, notamment, c'est revenir aussi sur cette grande idée de Michel Rocard. Et ça, je crois que c'est de droite et de droite. De droite et de droite, dites-vous. En citant François Mitterrand, c'était ça? C'était lui qui avait eu cette formule en tous les cas, c'est ni de gauche ni de gauche. Ça. Et ni social, ni solidaire, ni fraternel. Nous sommes là, pour le coup, à 17 jours du premier tour de la présidentielle. François Hollande est venu vous soutenir. Il ne croit pas, visiblement, à la victoire. Parce qu'il prépare déjà, lui, la reconstruction de la gauche. Vous attendiez à une telle déclaration de sa part. C'est ça, un vrai soutien? D'abord, je suis très heureuse qu'il apporte son soutien et je pense que ça a fait beaucoup de bien à toute cette grande famille de pensée, de se dire on est là, on se rassemble, c'est difficile, on sort de 5 années très difficiles et bien sûr, je suis entièrement d'accord, il faut se projeter dans la reconstruction d'une gauche. Vous êtes déjà dans l'après-défaite? Non, on n'est pas dans l'après-défaite. Vous savez, moi, je joue le match jusqu'au bout et en portant les idées, les valeurs, en essayant aussi, ce que j'ai fait dans cette campagne, de redonner le sens de ce qu'est l'engagement de ma famille socialiste, de ma famille social-démocrate. Mais prendre part aussi, vous, personnellement, à la reconstruction de la gauche. Nous serons nombreux et il faudra qu'il y ait aussi toute cette jeune génération que j'ai autour de moi, ces jeunes élus, cette équipe de France des maires. Il va falloir que cette gauche républicaine, laïque, européenne, sociale, écologique prenne en main l'avenir. Il ne faut pas refaire le vieux PS. Non, je crois qu'il va falloir ressortir de toutes ces erreurs, de tout ce qui fait que ça a été très très difficile et que ces 5 dernières années n'ont pas finalement encore permis d'avoir ce lien fort avec les Françaises et les Français. C'est ça que vous payez aussi, à votre avis, Anne Hidalgo? Mais moi, je ne paye rien du tout. Vous savez, je suis une femme libre, je me suis engagée pour défendre des idées fortes qui ne mourront jamais, voilà, et dont la France a besoin. Parce que la France a besoin justement de cette ambition solidaire, sociale, laïque, de cette affirmation de nos valeurs républicaines, de cette affirmation aussi qu'il va falloir, mais rapidement, s'engager dans la transition écologique et le faire de façon juste, et notamment pas les retraites à 65 ans, pas ce qui est prévu sur l'école ou encore sur la santé. Ce que j'entends, c'est que votre combat, quoi qu'il se passe au premier tour de la présidentielle, continuera politiquement vous, Anne Hidalgo. Est-ce que ce second tour de la présidentielle vous fait peur ?
Je ne suis pas encore au premier tour, donc permettez-moi d'être complètement concentrée sur le premier tour. Je sais qu'il y a beaucoup de Françaises et de Français qui se disent encore pour qui voter. Je leur dis, si vous voulez vraiment voter pour défendre d'abord ce socle très important de notre protection sociale qu'est la retraite, si vous voulez défendre l'école publique et la projeter dans ce 21e siècle, il y a un vote, celui de cette gauche républicaine européenne que je représente. Merci beaucoup, Anne Hidalgo. Merci Anne Hidalgo, favorable donc à ce que toutes les entreprises françaises présentes en Russie s'engagent et quittent le pays. Vous êtes également favorable à un embargo européen contre le pétrole russe, l'énergie qui sera au menu des discussions du marathon diplomatique aujourd'hui.